Avec l'épisode 3 de Night of the Seven Kingdoms, on découvre enfin qui est vraiment œuf, et pourtant, tous les indices étaient sous nos yeux depuis le début, je vais vous expliquer. À la fin de cette vidéo, on aura fait le tour de tous les indices qui nous annonçaient déjà la véritable identité d'œuf, alias Aegon Targaryen. Lors de leur première rencontre, Duncan part du principe qu'œuf est le garçon d'étable de l'auberge, il lui demande mais notez qu'œuf ne répond rien. Cela dit, il approche du chevalier et de ses chevaux, ce qui semble être une confirmation pour Duncan. Le chevalier lui demande alors s'il va bien s'occuper de ses chevaux, et œuf, pour toute réponse, dit « je pourrais, si je voulais ». I could. I wanted. Alors forcément, on se dit qu'il fait juste preuve d'arrogance et qu'il est effronté face à ce nouveau client. Mais en réalité, œuf est simplement en train de dire que oui, il sait s'occuper des chevaux parce qu'on le lui a appris, sans doute au Donjon Rouge. Mais il montre aussi qu'il a sa volonté propre et que s'il n'a pas envie de faire quelque chose, il le fait pas. Et ça, c'est clairement un comportement de prince qui peut se permettre de refuser des ordres contrairement à beaucoup de monde. Une fois arrivé dans l'auberge, Duncan discute avec l'aubergiste qui lui parle du garçon. En anglais, elle dit « my boy », ce qui équivaut à « mon garçon », ce qui n'est pas tout à fait la même chose que « mon fils », vous en conviendrez. Elle glisse d'ailleurs le fait qu'il s'est déjà enfui avant de revenir à l'auberge, ce qui montre bien le tempérament fugueur d'œuf. Toujours dans l'épisode 1, quand Duncan trouve œuf monté sur Tonnerre, il le rabroue à raison, mais œuf lui rétorque qu'il pourrait le chevaucher aussi bien que lui. I could ride him as well as you. Là encore, ça peut passer pour de la simple effronterie, mais en réalité, œuf s'est vraiment monté sur un destrier, car ça fait partie des enseignements d'un prince. D'ailleurs, on peut noter qu'œuf s'adresse ici à Duncan en disant « mon seigneur » et non « milord » comme un roturier. Ça nous rappelle une séquence de Game of Thrones où Tywin Lannister faisait la leçon à Arya, qui venait alors de casser sa couverture en utilisant la mauvaise expression pour s'adresser à un seigneur en tant que roturière. Low-born girls say my lord, not my lord. En parlant de chevalier, visiblement, œuf a l'habitude d'en voir, puisque selon lui, Duncan ne ressemble pas à un chevalier. C'est toujours dans cette scène que Duncan croit avoir compris qui était œuf, lorsque le garçon lui raconte que sa mère est morte. Duncan part du principe qu'œuf est orphelin, tout comme lui. Là, il ne pourrait pas être plus loin de la vérité, car œuf a bien perdu sa mère, Diana Dane, dans sa jeunesse, mais ça ne fait pas de lui pour autant un orphelin. Quand sur le campement, œuf lui dit que s'il doit rentrer chez lui, ils devront aller jusqu'à Port-Réal, Duncan insiste et lui demande s'il vient de Cupucier comme lui. œuf répond que non, là encore c'était sous nos yeux, œuf vit en réalité au Donjon Rouge, c'est bien à Port-Réal, donc il ne ment pas, c'est juste bien différent de Cupucier. Autre indice important dans l'épisode 1, Duncan lance une pièce en guise de paiement à œuf, mais regardez bien sa réaction. Lorsque la pièce tombe à ses pieds, on aurait pu s'imaginer qu'il se jetterait dessus comme n'importe quel garçon des rues, pourtant, il la regarde tomber et relève la tête vers Duncan sans un geste. Duncan part du principe que c'est parce que le garçon boude et qu'il ramassera la pièce quand il aura le dos tourné, mais en réalité, on comprend surtout qu'œuf n'a rien à faire de cette pièce de cuivre tant qu'il n'a pas besoin de s'occuper de ce genre de considération. Un prince naît dans l'opulence, alors une pièce de cuivre ne représente rien pour lui. Une fois au campement de Sandregué, œuf lance à Duncan qu'il ne peut pas l'obliger à partir. Là aussi, c'est sans doute une manière détournée des scénaristes de nous dire que le jeune prince n'a pas pour habitude qu'on lui refuse ce qu'il veut. Quand Duncan lui dit son nom, Sir Duncan le Grand, œuf répond qu'il n'en a jamais entendu parler, et qu'il aurait entendu parler de lui s'il était bon chevalier. Là encore, ça passe sous le coup de l'arrogance du jeune garçon, mais dans les faits, un prince comme Aegon aurait vraiment connaissance des nombreux excellents chevaliers qui se distinguent au combat ou en tournoi, et Duncan n'en fait pas partie, tout simplement. Sir Duncan the Tall. Never heard of him. À nouveau, œuf se trompe en appelant Duncan Monseigneur et non Sir. Duncan le reprend et lui dit qu'il n'est qu'un chevalier errant, ce qui a tendance à indiquer qu'œuf en a rarement côtoyé par le passé. œuf révèle à Duncan son surnom, Egg ou œuf en français. On capte bien le jeu de mots autour de l'œuf et du crâne chauve, mais en anglais on a aussi la dimension supplémentaire de la proximité de prononciation entre Egg et Aegon. D'ailleurs, les amateurs de Game of Thrones savaient déjà qu'un certain Maestre Aemon appelait son plus jeune frère Egg. Maestre Aemon est bien un des grands frères d'Aegon Targaryen, comme nous le révèle la série Game of Thrones. Egg. I dreamed. Ouais, donc il y avait beaucoup d'indices dans l'épisode 1, c'est clair, mais c'est pas fini. Vous le savez, je dépends de mes soutiens pour rémunérer mes activités sur YouTube. Alors si vous voulez donner un coup de main, pensez à rejoindre la chaîne YouTube, ou bien soutenez sur ma page Ko-fi ou Ulule. En contrepartie, vous obtenez mes vidéos en avant-première, ainsi que des vidéos en exclusivité. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent déjà. Dans l'épisode 2, œuf se demande si Arlan de l'Arbre-Sceau n'était pas tout simplement un incapable, car ni lui, ni les seigneurs et chevaliers réunis à Sandregué ne se souviennent de lui. Pour œuf, c'est simple, quand le gratin de la noblesse n'a pas entendu parler d'un chevalier, c'est parce qu'il n'était pas bon. Vous en conviendrez, ce n'est pas forcément un point de vue qu'un garçon des rues aurait vraiment sur un chevalier errant, car on sait qu'ils font en réalité le lien entre la noblesse et le petit peuple.
On imagine donc que le petit peuple a tendance à plutôt apprécier les chevaliers errants. Dans un dialogue sur le pont de Sandreguet, Huff s'étonne que Duncan n'envoie pas bouler les chevaliers et autres seigneurs en s'inscrivant sans leur accord au tournoi. Là, c'est bien un comportement de prince qui n'a pas l'habitude qu'on lui refuse quoi que ce soit et dont les caprices sont la plupart du temps acceptés en raison de sa stature sociale. Pour Duncan, c'est inenvisageable car ils sont tous en réalité ses supérieurs, situation qu'Huff ne comprend pas vraiment. Vous aurez aussi noté, lorsque les trompettes retentissent pour annoncer l'arrivée du convoi targaryen, le plan sur le visage très inquiet d'Huff, il donne ensuite immédiatement une excuse pour se rendre au camp, soi-disant pour surveiller qu'aucun voleur ne vienne y rôder. En réalité, c'est parce qu'il a très peur d'être reconnu par les gardes targaryens, ou bien même par sa propre famille, car il sait que sa fugue lui vaudra d'être réprimandé. Avant de partir, il demande d'ailleurs à Duncan de lui donner soit son épée, soit une masse, pour impressionner les voleurs. Ça nous indique discrètement qu'Huff a appris à se battre avec des armes de guerre, mais Duncan lui dit que son simple couteau suffira. À un autre moment, dans l'épisode 2, Huff demande à Duncan s'il pourrait devenir chevalier un jour. Il explique qu'on lui a toujours dit qu'il était chétif pour son âge, ce qui rendait son adoubement improbable. Mais soyons honnêtes, quel garçon des rues penserait vraiment devenir chevalier un jour? C'est dans ce genre de réflexion qu'Huff montre qu'il est bien plus qu'un simple garçon d'écurie. De même, lorsqu'il semble perturbé qu'il y ait un insecte dans son verre de cidre, là d'où il vient, il n'a certainement jamais dû faire face à un tel problème. Vous doutez bien que dans les palais qu'il a côtoyés, ses serviteurs s'assuraient que rien ne vienne gêner sa dégustation. Et quand Duncan exprime son espoir de servir un jour la maison Targaryen, Huff rejette l'idée expliquant que la maison du dragon n'emploie pas de chevalier errant. Et bien sûr, ça peut paraître un simple commentaire de quelqu'un qui n'y croit pas, mais c'est surtout celui d'un prince qui sait très bien comment sa maison fonctionne. Huff a aussi des connaissances particulièrement poussées sur les différents chevaliers, comme il le montre en expliquant exactement d'où vient Sir Donnell de Sombreval, mais aussi en reconnaissant le prince Valar Targaryen, alors que Duncan n'en a simplement aucune idée. Non seulement Huff est capable de reconnaître Valar, mais il lui donne également toutes les infos selon lesquelles il est le fils de Baelor et donc deuxième dans l'ordre de succession. C'est quand même beaucoup d'infos pour un jeune homme de seulement 9 ans, de même quand Duncan pense que Valar est favori, Huff lui dit relever le pari. Ce qui indique qu'il a l'habitude de faire des paris, mais surtout qu'il sait exactement qui pourrait le battre lors des joutes. De retour au campement, Huff commente les prouesses au combat des chevaliers, ce qui montre qu'il a l'habitude de voir des joutes, mais juste avant, il joue aussi aux chevaliers et demande à des adversaires imaginaires de se rendre. Il les appelle bâtards feu noir, du nom des rebelles qui se sont soulevés 13 ans plus tôt contre le règne de Daeron II. Bien sûr, il n'est pas inenvisageable qu'un garçon des rues joue au chevalier, en s'imaginant qu'il combat du côté des loyalistes. Cette petite scène nous montre bien qu'un jeune prince de la lignée de Daeron II a sans doute appris à jouer les chevaliers loyalistes durant la première rébellion Feu Noir. Ça commence à faire beaucoup d'indices avec cet épisode 2, mais il y en a encore d'autres dans l'épisode 3. Vous voulez discuter de Game of Thrones et de son univers avec des fans? Mon serveur Discord est fait pour ça, on y discute des séries, des livres et de plein d'autres choses, alors rejoignez-nous. Dans l'épisode 3, Huff montre à nouveau toutes ses connaissances sur les chevaliers des 7 couronnes quand il reconnaît Sir Robin Raisling sur la simple base qu'il a un cache-œil. Il se souvient même de comment il a perdu son œil lors d'une joute. Notez aussi qu'Huff reste discret sur ses cheveux quand Raisling lui demande ce qui leur est arrivé. Il ne répond pas et dit « Et vous, il est arrivé quoi à votre œil ?» J'ai remarqué que c'est une stratégie de la part d'Huff pour ne pas attirer le regard sur lui, il dévie toujours les questions vers ceux qui les ont posées. À son retour au campement, Huff s'étonne de voir Duncan coudre, il lui demande alors si ça n'est pas censé être son boulot en tant qu'écuyer, mais Duncan n'est pas dupe, il sait très bien qu'Huff ne sait pas coudre et va donc lui apprendre. Bien sûr, ce n'est pas nécessairement étonnant qu'un garçon des rues ne sache pas coudre, mais ça l'est d'autant moins pour un prince qui a toujours eu des dizaines de serviteurs, à tout faire pour lui, et surtout qui n'a jamais eu de vêtements ayant besoin d'être raccommodés. Lorsqu'il chante en haut de l'orme, Huff ne chante pas n'importe quelle chanson. Il chante la chanson du marteau et de l'enclume, en l'honneur de Baelor et de Maekar, dont la victoire au champ d'herbe rouge a été déterminante pour mettre fin à la première rébellion Feu Noir. À nouveau, Huff a le point de vue du loyaliste, ce qui indique qu'on lui a appris ça à un moment ou à un autre au Donjon Rouge. Quand Duncan lui demande d'aller chercher son armure car il est prêt à entrer en lice, Huff lui rappelle les règles du premier jour du tournoi. Seuls les membres de grandes familles peuvent concourir lors du premier jour, chose que Duncan ne sait pas. Un garçon de 9 ans est plus au fait des règles d'un tournoi qu'un chevalier errant, ça devrait nous mettre la puce à l'oreille sur le fait qu'Huff en sait beaucoup trop pour son âge. Après la terrifiante joute d'Aerion contre Humphrey Harding, Huff explique que la mort du cheval de Harding n'était pas un accident. Il s'en montre d'ailleurs persuadé. Mais en réalité, ce n'est pas qu'un sentiment. Huff sait qu'Aerion l'a fait exprès, car il sait exactement comment se comporte le prince, car il n'est autre que son frère. Quand Duncan lui demande si Huff a connu son père, le garçon semble vraiment mentir pour la première fois, lorsqu'il dit que non, il ne l'a pas vraiment connu.
C'est sans doute relativement vrai dans le sens où il n'a pas dû avoir de longs moments père-fils avec lui, mais c'est faux dans le sens où Duncan croit que le père d'Huff est mort, ce qui n'est pas le cas. Maekar est bien vivant, on le sait. La prophétie de la diseuse de Bonaventure est évidemment un indice de plus. Elle annonce à Huff qu'il sera roi, chose qui ne peut légitimement arriver dans cette période qu'à un Targaryen. Et quand Raymond Fossavoie arrive à leur hauteur et regarde Huff, on voit le garçon baisser la tête, comme pour éviter à nouveau d'être reconnu. Il demande ensuite à aller voir le spectacle de marionnettes, sans doute encore pour s'éclipser. Ce n'est qu'à la toute fin de l'épisode 3 qu'on a enfin la révélation de la véritable identité d'Huff. Il est un Targaryen, oui, mais pas n'importe lequel. Il est le plus jeune frère d'Aerion, le plus jeune fils de Maekar Targaryen, Aegon, Aeg ou Huff Targaryen, qui a fugué à l'approche de Sandregué et rasé ses cheveux pour qu'on ne le reconnaisse pas si facilement, car Aegon a les cheveux blancs, argentés typiques des Targaryens, qui l'auraient rendu visible à des kilomètres à la ronde, et qui auraient permis aux spectateurs néophytes de le reconnaître bien plus vite. Comme je vous le disais, la série a mis énormément d'indices sous nos yeux tout au long du début de la saison concernant la véritable identité d'Huff Aegon Targaryen. En cela, elle respecte particulièrement bien le matériau original de George R. R. Martin, qui laissait des indices concernant Huff avant de nous révéler sa vraie identité plus tard dans la nouvelle. Aviez-vous remarqué tous ces indices? Dites-moi tout dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, et je vous laisse avec cette vidéo pour rester dans le thème de Night of the Seven Kingdoms.